Eugénie, est-ce que tu sais ce que c'est le candolisme ? Bien écoute, j'ai fait la découverte il n'y a pas très très longtemps. Est-ce que tu sais comment réussir à écrire un bon sexto, celui qui marque les esprits ? Ah, bonne question, faudrait demander à tous ceux qui les ont reçus. Et pour ce qui est des plans A3, il y a des règles à suivre. Est-ce que tu les connais ? Non, je veux tout savoir. Ok, alors là on va rencontrer Flore Chéri et elle va répondre à toutes nos questions, je l'espère, même les plus osées. Flore Chéri, c'est une journaliste spécialisée dans le sexo et là on a rendez-vous avec elle à l'hôtel Magenta dans le 10e arrondissement de Paris pour parler de son parcours un peu particulier et plus si affinité. Allô ? Et je t'ai pas dit. C'est pas vrai, t'es sérieuse ? Ça alors. Mais je t'ai pas dit. Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit. Bonjour Eugénie. Bonjour Claudia. Bonjour à tous qui est de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout bonjour Flore Chéri. Bonjour à vous deux. Alors jusqu'à présent on a eu des personnalités qui sont un peu toutes dans le même monde. Elles sont dans le monde des médias, de l'influence, de la télé, mais toi c'est encore autre chose. Comment tu te décrirais ? Bon, déjà, je suis un petit peu aussi dans le monde des médias parce qu'à la base, je suis journaliste pour un magazine. Alors certes porno, mais ça reste un média qui s'appelle Union. Et puis j'interviens régulièrement dans l'émission de Brigitte Lahaie sur Sud Radio, sur la RTS. Donc je suis quand même beaucoup implantée dans le milieu des médias. Mais pour répondre à ta question sur comment je me décrirais, je dirais une business girl dans le milieu de la sexualité. Mais ton parcours il est un peu particulier parce que déjà apparemment t'es une scientifique, Ah t'es oui. une tête en maths. Ouais. C'est Guenièvre qui m'a dit On ça, sait Guenièvre tout. qui fait tes élus. Oui, tout à fait. Mais oui, parce que je commençais, donc j'ai commencé mon parcours dans la sexualité en job étudiant, parce que je vendais des sextoys à domicile, type réunion de tupperware entre filles. C'était sympa. C'était simple, mais c'est ça qui m'a lancée parce que je trouvais ça formidable. Et en parallèle, j'avais un autre boulot étudiant sympa, qui était celui de donner des cours de maths et de physique-chimie à des jeunes. T'étais un peu le fantasme de la prof en fait. Ah, mais j'aurais adoré, mais comme j'avais ce truc de sexualité à côté, qu'il se passait rien. Il y a 5-6 ans, il se passait rien dans le milieu de la sexualité, enfin beaucoup moins qu'aujourd'hui, je vais dire. Les femmes avaient vraiment, que je rencontrais, besoin de parler sur le sexe, mais vraiment, c'est-à-dire que je venais pour faire l'animation, pour faire le show, pour faire des blagues. Elles étaient gênées justement il y a 5-6 ans Il y en quand avait tu leur présentais il y en les avait qui sextoys. étaient gênées, mais il y en avait qui avaient, mais pratiquement toutes, ça m'est jamais arrivé d'aller dans une réunion où elles étaient à 5-6 et pas y en avoir une qui avait un problème avec le sexe. Un problème, c'est-à-dire qui venait me voir après, qui me posait plein de questions, ou alors qu'elle allait se livrer à ses copines tout d'un coup sur les problèmes avec son mec alors qu'elle avait retenu ça pendant 10-15 ans. Et je me suis dit, mais ah ouais, donc en fait les femmes ont un vrai, enfin je parlais qu'à des femmes, ont un vrai problème avec la sexualité et bon, c'est pas grave d'avoir un problème avec la sexualité, mais n'ont pas d'espace pour en parler en fait, et c'est pas normal que je rentre dans un groupe de copines qui se connaissent depuis très longtemps et qu'elles choisissent le moment où je suis là comme si j'étais Parce que t'avais quel âge en plus à l'époque j'avais 22-23. Ah ouais, en plus. En plus, et puis je parlais à des gens qui avaient 35, tu vois, parfois, ou 40 même. Et, La logique aurait voulu qu'elle te donne des conseils finalement. voilà, alors parfois, oui, j'avais un peu du mal à... Alors, j'avais des groupes de quarantenaires, ou même plus âgés, qui étaient sur un deuxième mariage, donc... Bon, et ça c'est marrant parce que c'était un autre profil, c'était des femmes qui aimaient bien dire ouais, j'ai pas besoin de sextoys, moi je m'éclate, vas-y, montre-nous ce que t'as. Enfin, tu vois, très un peu masculine dans leur façon de parler de sexualité, très dans la performance. Moi je m'adaptais vraiment à chaque univers et j'adaptais même parfois mon discours avec, je disais pas pénis, je disais aubergine, enfin, tu vois, Après, les l'émoticône. ouais, mais voilà, où je parlais avec des petits, voilà, je changeais un peu mon vocabulaire et je faisais des jeux hyper mignons, ou sa petite frite. Enfin, tu sais, Sa petite frite, c'est horrible. Non, mais bon, mais ça les faisait rire et au moins ça permettait de pas nommer les choses et je leur mettais un mot de vocabulaire dans la bouche comme ça elles pouvaient l'utiliser. Et tu parlais un peu à des enfants finalement. Enfin, Quand tu dis c'était petite frite, petite aubergine, ça fait un peu Mais vraiment. quand je voyais que j'étais avec des gens soit un peu religieux, ce qui m'arrivait parce que Ok. quand on se marie, parfois on peut être un peu dans la religion. Et notamment j'étais allée chez des femmes juives un vendredi soir et c'était Shabbat. Et donc t'avais du coup, choisi elles pouvaient ton jour. elles pouvaient pas allumer les sextoys et j'étais obligée d'allumer les sextoys parce qu'elles peuvent pas toucher à un objet électronique Ouais. Ah oui, pendant le c'est vrai. Shabbat. Ouais. Et donc j'allumais tous les sextoys, elles se le passaient et puis j'éteignais mes sextoys à la fin. C'est Donc génial. c'est énorme. Mais bon, j'étais face à une femme qui était vierge, qui allait se marier, et Ah oui. puis la moitié de la, Ah, c'était de la délicat, salle là, était par vierge, et elles étaient plus âgées que moi en plus. Bon, bref. T'en as beaucoup appris dans ces réunions finalement. Ouais, j'ai beaucoup appris de choses, et surtout, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était le seul vrai métier où quand je sortais, j'avais des mais merci, ah mais merci, ça m'a fait du bien. Et vraiment, je me disais, ok, donc j'ai servi à quelque chose, donc il y a un problème de société, donc personne n'en parle, et je comprenais vraiment pas. Et vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais parce que moi, je parle de sexe, mais je parle de sexe
sexe depuis que je suis jeune, quoi. Je m'en fous, avec mes potes, tout le temps, je me pose plein de questions, j'adore me renseigner, j'étais hyper curieuse. Et je comprenais pas que les gens n'y arrivent pas en fait. Et je comprends toujours pas très très bien, mais j'ai toujours eu cette volonté d'ouvrir les sphincters. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que tu vois, il y a 2 jours, j'ai eu une conversation avec des amis. C'était entre femmes, on discutait et un verre après l'autre, on va dire, les langues se délient et on commence à parler un peu de tout ça. Et moi, ce que j'en ai ressorti, en fait, c'est justement ce côté. Regardez, on a toutes passé. En fait, elles m'ont toutes dit voilà, nous, on a masturbation féminine, on est venu tard, on a découvert ça tardivement, et finalement, on regrette un peu parce que ça aide à comment dirais-je, à aller plus vite au plaisir, à mieux comprendre sa sexualité, etc. Et je me dis, c'est vrai que souvent, quand les femmes attendent plus longtemps que les hommes, qui clairement, dès l'adolescence, il n'y a pas de problème, est-ce que finalement, ton action, ton parcours, ton activité, c'est pas aussi ça, c'est dire aux femmes, mais attendez, nous aussi on peut s'éclater plus jeune, il faut pas avoir peur de parler de son corps, de venir plutôt à une sexualité un peu plus diverse et même... Et saine, parce qu'on ouais, on voit de la sexualité de partout, t'allumes la télé, tout ce qui était la réalité, les nanas, elles te parlent de sexe dans tous les sens, n'importe comment, donc t'as des gamines qui prennent exemple là-dessus. Je pense que les filles, on leur dit beaucoup en ce moment, faites du sexe, surtout sur le post-MeToo, où les filles disent ouais, moi j'ai plein de mecs dans tous les sens, je fais des plans cul sur Tinder, et alors, j'adore ça, c'est normal, je me masturbe, je sais. Et moi je pense à toutes ces femmes qui en fait s'en ont rien à foutre, ils disent ça me saoule le sexe et c'est ok, enfin vraiment, et je le répète, c'est franchement ok d'en avoir rien à foutre du sexe, mais vraiment, et quand on est une fille et vraiment le pouvoir féminin c'est de dire ah non j'ai pas envie aujourd'hui, je m'en fous. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc quand on est jeune et qu'on n'a pas de curiosité pour la chose, mais vous vous en foutez, il n'y a pas de problème à pas avoir de libido, il n'y a pas de problème à pas explorer son corps, il n'y a pas de problème à pas être dans la sexualité. Tant que t'as pas le besoin, c'est ok. Maintenant s'il y a un besoin, j'ai envie d'explorer mon corps, je suis hyper curieux, j'ai envie de savoir comment ça se passe, oui, je pense que dans une certaine mesure, le monde des adultes a très peur de la sexualité et va venir entraver celle des enfants en se disant oh là là, faut absolument pas, qu'il est sa première fois, Par exemple, sur les premières fois, quand c'est une petite fille, même quand c'est un petit garçon, les parents peuvent être archi stressés, en mode oh là là, mais tu t'es protégée, plutôt que de poser des questions, et donc c'était une bonne expérience. C'est anxiogène finalement. Mais oui, et tout le prisme c'est ça, est-ce que tu t'es protégée, est-ce que t'as fait attention à toi, mais est-ce que t'étais amoureuse, est-ce que t'étais amoureuse, est-ce que voilà, il va pas te faire mal, est-ce que... Non, mais ouais, plutôt que de te demander, oui, t'intéresser vraiment à ton enfant et de ce qu'il a vécu émotionnellement à ce moment-là, qui est quand même quelque chose d'important. Puis très vite, même surtout quand t'es une fille, et ça c'est vraiment spécifique aux filles, je vais parler de santé sexuelle et c'est vraiment quelque chose qui incombe aux femmes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par exemple que les mamans parlaient 2 fois plus à leur petite fille de santé sexuelle, de protection de machin, qu'à leur petit garçon. Donc elles ont déjà un discours beaucoup plus fort sur la santé sexuelle. Très vite aussi, les mamans vont les mettre dans les pattes du gynéco. Ouais. C'est-à-dire qu'on va médicaliser leur rapport au corps. Le petit garçon, non. Ouais. Donc, et c'est vrai que le garçon a moins ce truc de la santé sexuelle, cette charge, on va dire, Pour lui, c'est que du kiff finalement. Si tu mets une capote et t'es cool. T'es cool. Tu sais, les mecs, eux, s'ils ont pas de sexualité, c'est dramatique. Une fille qui a pas de sexualité, ça passe. Eux, ils ont limite pas le choix. S'ils sont intéressés par les échecs ou autre chose, on va les blâmer parce qu'ils aiment pas le sexe. Les femmes, on les blâme moins parce qu'elles aiment pas le sexe. C'est moins vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc non, ils ont d'autres injonctions, elles sont différentes. Il y a un côté très qu'on aime bien cadrer de la sexualité féminine, mais des parents sur leurs enfants. Vraiment, au préalable, éduquer les parents parce que c'est eux. Et dire aux parents, déjà, vous, arrêtez d'avoir peur du sexe, arrêtez d'avoir peur du porno, parce que les gens en parlent à tort et à travers. Regardez du porno. C'est bon, vous êtes adulte, vous avez le droit. Regardez du porno. Regardez ce que vont regarder vos enfants, vraiment. C'est-à-dire qu'un adulte qui n'a pas osé, qui n'a pas fait la démarche de regarder le porno actuellement pour se dire, ok, mon enfant va voir ça. Tu peux pas avoir un discours qui va... Tu peux pas avoir un discours qui est en adéquation, parce que ton gamin, tu vas lui parler de porno, mais il va se dire, ok, en fait, il connaît rien. Donc, Dans un pays anglophone, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en Grande-Bretagne, mais je veux pas dire de bêtises, il y a un groupe de mamans qui avait tourné un film porno, tu l'as vu, pour le présenter à leur gamin, comme ça, poser les bases du sexe sur ce porno, et le gamin voyait un truc peut-être un peu moins hard pour une première expérience, c'était bien ça l'histoire. Alors, ouais. En gros, c'est ça que ça raconte. Mais ça, tu vois, c'est tout le discours que tu as autour du porno, comme quoi, par exemple, le porno, c'est hard. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire hard ? Ce que je pourrais comprendre, c'est que le viol, c'est hard. C'est archi marginal comme catégorie. Le viol chez les Japonais, oui, t'allumes ta télé, tu vois que des scènes de viol. Donc, moi, je trouve que le porno japonais mainstream, très bizarre. Maintenant, nous, ce qu'on voit, qui est une sexualité qui est très américaine, parce que c'est des gros tubes, c'est une sexualité plutôt de performance. C'est-à-dire que tu vas avoir plus tu vois, pour une première fois, je trouve ça hyper hard de parler de performance. Je suis d'accord. Performance
performance, et encore, peut-être que je dévoie un peu le mot parce que c'est vraiment... oui, tu vas avoir des pratiques sexuelles un peu performantes et tu vas avoir des corps... aussi. Voilà, une esthétique un peu particulière, mais que tu n'as pas dans le porno français, par exemple. Nous, dans le porno français, on a Dorsel, Jackie et Michel, on a une production de porno amateur qui est très développée. Porno amateur, c'est vraiment, je me filme avec mon petit copain et je diffuse ça sur le net. Et Dorsel qui fait son petit porno à la française avec ses barésies, ses limousines, son champagne. Bon, mais tu vois, déjà il y a des pornos, puis il y a du porno féministe aussi qui est très productif maintenant de plus en plus en France, donc il y a des pornos, il n'y a pas un porno. Et quand tu parles à ton gamin et que tu dis le porno c'est mal, comme si déjà c'était un groupe homogène, comme si c'était un problème de regarder des gens faire l'amour, bon déjà t'as un discours qui est pas cohérent. Mais ils pensent peut-être aussi bondage, etc., des trucs. Oui, mais c'est toujours encore une fois quand tu ouvres, on va dire, allez, la référence, on va dire c'est Pornhub, où tu ouvres la première page et tu te dis ok, c'est ça la norme du porno aujourd'hui, il n'y a pas de BDSM, ok, il y a des filles entre 25, 20 et 35 ans. Okay. Donc ça, on peut dire que c'est une forme de norme. Tu peux regarder la pilosité, mais de plus en plus, il y a des poils, hein, donc le sexe glab n'est pas... Mais bon, t'as pas la grosse touffe, la grosse touffasse, tu vas dans RI. Voilà, il y a une norme qui est posée, souvent c'est du sexe hétérosexuel, donc l'hétérosexualité est posée comme norme dans le porno, ok. T'as pas de BDSM, t'as pas de scène de viol, puis c'est des trucs archi basiques qu'ils sont en train de faire, donc voilà, il y a rien de... Et alors comment on passe de... Parce que finalement, t'as tous ces réunions avec toutes ces femmes, t'as senti cette envie, ce besoin de parler, etc. Ouais. Mais comment tu passes de je vends des sextoys pendant mes études à je deviens journaliste sexo finalement très rapidement? J'étais embauchée, pour répondre à ta question, j'ai été embauchée par l'entreprise qui vendait des sextoys et ils m'ont dit, comme j'étais passionnée, que j'inventais plein de jeux, que j'adorais, je voulais être à toutes les réunions, que j'étais surmotivée, ils se sont dit très bien, un profil surmotivé, hop, on va l'embaucher, elle va développer la boîte. C'est d'ailleurs eux qui m'ont dit fais des ateliers d'écriture érotique. Au départ c'était pour fédérer les jeunes filles que j'avais vues en enterrement de vie de jeune fille. Au final j'ai pas du tout eu les jeunes filles en enterrement de vie de jeune fille, j'ai eu tout le monde BDSM, libertin qui sont venus à mes apéros, des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus aguerris dans le milieu de la sexualité, donc j'ai redécouvert un autre monde et j'étais en train de développer la boîte et ça marchait bien et puis j'adorais faire ces ateliers d'écriture érotique pour lesquels j'étais payée à faire, enfin c'était un ordre de mes boss, hein, donc je le faisais comme ça, mais j'adorais ça, puis j'allais à toutes leurs soirées libertines après BDSM parce qu'ils venaient à mes soirées, donc moi j'allais aux leurs et puis c'était des gens qui sortaient. C'est du réseau en fait, c'est du réseautage et puis du coup je me suis fait tout ce réseau là. Je contactais aussi des médias pour parler de ma boîte et Femme Actuelle qui a vu un peu ce que je faisais, qui était venue à une de mes réunions en atelier d'écriture érotique, ils se sont dit Flore elle est rigolote, elle fait des blagues, hop on va faire une web série, les Sexperience de Cerise, comme ça on va parler de cul. Les femmes, je pense il y a 5-6 ans, avaient une appréhension à le faire parce que tu te dis ok donc maintenant je vais être Madame Q. Oui parce que les Sexperience de Cerise, c'était une mini-série donc tu étais actrice, t'incarnais une jeune femme de 30 ans qui faisait plein de choses avec plein de garçons, qui découvraient, qui s'amusaient, qui s'amusaient et puis on m'écrivait tous mes scripts donc parfois je n'étais pas tout à fait d'accord avec les trucs mais oui l'idée c'était ça, c'était l'histoire, c'était mon mec qui voulait me faire une fellation alors il faisait des trucs partout, moi au moment où je lui demande un mariage avec un cock ring, l'idée c'était vraiment on parle de cul de façon décomplexée donc j'adorais cette façon de faire mais oui en effet mais à aucun moment t'as été gênée que ton visage soit mis sur il y a eu une réflexion très rapidement j'ai dit oui mais je me suis posé la question 2 minutes quoi. Je me suis dit ok parce que t'es vite cataloguée, t'es cataloguée et après oui il y a des choses qui peuvent changer dans le regard des gens qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire que tout de suite on va penser que comme tu parles de sexe peut-être t'es libertine ou peut-être, mais moi ça ne me dérange absolument pas qu'on pense des choses de moi. Tu parles beaucoup du regard des gens qui ne te connaissent pas mais le regard des gens qui te connaissent très bien, ta famille, tes amis. Formidable. Ils me connaissent très bien donc j'ai pas changé en fait, c'est vis-à-vis de ceux qui te connaissent pas où tu renvoies une image de toi et cette image après il faut arriver à la canaliser et puis très vite savoir ce que tu vas dire, ce que tu vas pas dire parce que quand tu commences à parler de sexe évidemment tous les journalistes adorent te poser des questions sur tu vois ma première année journaliste c'était chez Famac, j'étais en contrat pro donc je passais mon master Femme Actuelle pardon deux journalistes en face de moi dans leur petit raccourci et j'étais dans les rubriques bien-être, psycho et sexo et c'est la seule partie qu'on retenait. Ils me disaient t'écris sur du porno et pas du tout et t'es vite catalogué, les gens ne retiennent que ça. T'es journaliste sexuel mais non. Et je suis d'accord avec toi, les gens retiennent que ça. Puis dès que je parle de ce que je fais, les gens sont très intéressés par... Ils tendent l'oreille et tout d'un coup j'ai une attention. Surtout le mec, s'il est hétéro en face de toi, il va s'imaginer plein de trucs avec toi, il faut l'arrêter tout de suite. C'est ça. Et parfois tu rencontres des gens sur Tinder ou machin, tu sais pas s'il faut raconter ta vie, pas raconter ta vie, voilà. Donc il y en a où je suis journaliste santé dans un canard, tu connais pas, c'est s'appelle Lyon, ça parle de santé.
Parfois je fais ça, et puis ça... Parfois, je noie le poisson. Ben voilà, je noie le poisson. Enfin, où tu peux raconter les choses de façon encore moins glamour, mais sinon, oui, quand tu commences à parler de sexualité, les gens t'écoutent. Donc, bon, après, il faut le savoir, est-ce que si les gens pensent de toi que t'es une libertine ou que tu couches à droite à gauche, c'est un problème? Et la réponse, c'est je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ce que les gens que je ne connais pas pensent? Pour répondre à ta question, les gens que je connaissais déjà, mon entourage, ma famille, mes potes et tout, il y avait une forme de cohérence. Enfin, je suis quelqu'un qui était curieux et qui a pris ce métier-là comme un métier. Enfin, il y avait pas, je faisais pas ma thérapie à travers ça. J'étais vraiment, non, j'ai une curiosité, j'ai une passion. C'est une passion. J'ai une passion pour ce milieu-là. Il y a un vrai intérêt, donc voilà, je le fais de façon sérieuse et tout. Mes parents sont à fond derrière. Mon père est fan, il m'envoie des news de cul tout le temps. Faut que t'en parles. Génial. Non, mais ils sont à fond et ma mère aussi me soutient évidemment. J'ai aucun problème avec ça et mes potes aussi. Ils adorent ce que je fais. Il y en a qui viennent à mes événements, d'autres pas. Mais c'est drôle parce que je vais peut-être poser une question bête, mais tu habites Paris. Ouais. Tu as toujours vécu sur Paris ou globalement oui, sauf le moment où je fais mes études. Alors ça rejoint un peu ce que je pensais, c'est de me dire que alors moi je viens de Bordeaux. Ouais. Du sud. Sud-ouest. Bah ouais, le sud, Bordeaux, on va se calmer aussi. Sud-ouest. On est en dessous de la Loire. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une différence d'ouverture d'esprit et de traitement quand on est sur Paris ou quand on est en province. Bien évidemment. Moi je le vois parce que je suis souvent entre les deux villes. Ouais. Et effectivement, quand on rencontre des gens ici, il y a beaucoup plus de liberté. On parle de libertinage, on parle d'expériences sexuelles beaucoup plus librement. Bien sûr. Nous, dans nos régions, dans nos campagnes, j'ai envie de te dire, attention, il n'y a pas de... Je viens de la campagne, j'habite toujours à la campagne, il n'y a pas de jugement. Hein. Mais Bordeaux encore ça va. Hein, oui, mais quand même, il y a ce côté beaucoup plus choquant d'entendre une femme. Ouais, ou même si c'était un homme. De façon plus générale, même il y a un conservatisme, on va dire, de la province, où c'est un homme, une femme, peut y avoir encore un peu plus d'homophobie même si tu vas en province qu'à Paris. Tu n'auras pas le Marais à Bordeaux, tu vois. Enfin, donc en fait, il y a une forme de conservatisme de façon générale et sur différents sujets, hein, pas juste le sexe, mais le sexe en fait partie. Peut-être que dans une certaine mesure, et ça va être une phrase de parisienne très condescendante, et je vais le dire, j'ai toujours un peu l'impression que la province, et plus tu es reculé, encore les grandes villes, Lille, Bordeaux, ça va, plus tu es reculé, plus tu as, je vais dire, du retard par rapport à Paris. C'est-à-dire que c'est une évolution qui est en train de se faire, qui arrive à Paris et qui va après infuser dans la province. Donc on va y arriver, je pense qu'on va y arriver, peut-être pas à 100%, mais la tendance, elle est toujours menée par Paris. C'est-à-dire que plus il y a une ouverture de sexe sur Paris, plus la province va s'ouvrir un peu à la sexualité. Ils sont un peu en retard. Non, mais de toute manière, c'est un peu logique aussi, c'est-à-dire que les médias sont parisiens, les journalistes sont à Paris, donc ça diffuse ensuite nationalement. Vous, votre expérience locale, de vie, de votre quotidien, c'est effectivement d'être plus ouvert, de rencontrer plus de gens, que ça soit sur la sexualité ou autre d'ailleurs. Et puis après, on a des problématiques, en effet, qui sont très parisiennes. C'est facile à Paris d'enchaîner les plans Tinder parce qu'on est anonyme, parce que... par contre, te poser, c'est autre chose. Voilà, te poser, c'est beaucoup plus difficile à Paris qu'en province. En province, tu te poses plus facilement parce que t'as pas l'effet grande ville, t'as pas l'effet anonymat, rencontre facile, je te jette du jour au lendemain, je m'en fous. Quand t'es dans un village où tout le monde se connaît, etc., c'est plus difficile parce que tu as une réputation qui rentre en jeu. Donc oui, il y a des choses qui se passent à Paris qui ne pourront pas se passer. Les niveaux de vie, j'ai l'impression que ne sont pas les mêmes. À Paris, à 30 ans, tu as encore 20 ans dans ta tête. Bien sûr. Quand tu sors de Paris, à 25 ans, mes copines, elles se sont des posent, enfants, elles commencent à parler mariage. Et moi, j'arrive, je suis un ovni en mode non, mais tout va bien dans ma vie, les gars. Je suis pas malheureuse, hein. Tout se passe très bien, c'est pas du tout pareil. Ouais, oui. Parce que Paris, c'est censé être un endroit de fête, etc. Donc t'en profites un peu plus longtemps. Quand t'es trop du cul du monde et que tout ferme à 20h, tu vas faire un gosse. Au bout d'un moment, faut t'occuper, tu vois. Je suis hyper condescendante, c'est horrible. Non, mais j'adore la province, il n'y a pas de souci. Mais je suis d'accord qu'il y a des contraintes qui sont très parisiennes et que je peux avoir ce défaut-là. Et je pense que même les journalistes sexos de façon plus générale. Mais les journalistes en général, j'ai envie et de d'ailleurs, dire, les journalistes en général ont ce défaut-là. Ouais. Moi y compris, je pense parfois. Ouais. Moi y compris, je pense que c'est facile pour moi de parler de libertinage, machin, BDSM, à des gens qui au final n'ont pas de club libertin à côté de chez eux. Le BDSM, mais de quoi on parle? Enfin, donc oui, je suis un peu dans ce monde où tout est facile, accessible, parce que y a plein de choses qui se passent culturellement et que c'est hyper riche. Mais oui, je me rends bien compte qu'il y a la majorité de la France quand même qui est pas forcément à Paris. Mais oui, ça doit être un défaut de journaliste, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est un truc qu'on remarque. Enfin, souvent, dans nos campagnes, on dit ouais, mais regarde cette émission-là, où c'est très parisien, ils ont leur vision de parisien, etc. Donc, mais en même temps, ça nous bouscule.
Enfin, je veux dire, ça vient chercher, ça nous oblige à réfléchir et à se dire, mais attends, mais si ça se passe là-bas comme ça, peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre l'esprit, qu'on essaye de comprendre et ce que tu disais, que finalement après ça irradie et ça finit par arriver chez nous aussi. C'est ça. Dans nos campagnes, entre guillemets. Oui, mais bon, comme il n'y a pas les mêmes contraintes, non, mais je pense que c'est aussi aux journalistes de s'adapter à des gens qui ont des contraintes différentes, de ne pas parler plan cul tout le temps à des gens où c'est pas possible vraiment et c'est pas leur sujet d'avoir des plans cul. C'est quoi ton sujet quand tu as 25 ans et que tu as déjà 3 enfants et qu'à 20h le soir c'est compliqué, tu as peut-être plus de problèmes avec ton couple, avec ton mari. Enfin, je sais pas, rentrer vraiment et s'intéresser vraiment à ces gens-là plutôt que de dire, bah non, je sais pas, tu vas au club libertin tous les samedis soirs comme tout le monde. Voilà, phrase de Parisien. Donc oui, non, je pense que il y a ce travers-là. Mais après, il y a une certaine fascination aussi. Qui est intéressante, c'est-à-dire que quand on regarde ça à la télé ou qu'on entend des journalistes à la radio ou quoi qui nous parlent aussi librement, on se dit mais attends, mais c'est leur vie de tous les jours, mais attends, mais c'est dingue, voilà. Bon, après ça reste, on sait que c'est aussi comment dirais-je, on est là pour raconter des choses qui c'est pas forcément notre quotidien, voilà, exactement. Sinon ce serait très chiant. Tout à fait. Non mais c'est intéressant. Et donc tu es passée finalement de Femme Actuelle, une expérience de story, c'est ça, à Union. Oui, parce que du coup la boîte s'est cassée la gueule pour plein de raisons et donc moi après j'avais Femme Actuelle, ils m'ont demandé de faire des piges, je commençais à faire des piges, puis j'ai vu qu'Union, c'était le moment où en fait ils étaient rachetés par Reworld Media, avant c'était Lagardère et c'était racheté, donc ils refusaient leurs équipes. Je me suis glissée dedans, au départ c'était en pige, et puis je suis toujours un peu à fond dans tout ce que je fais, donc ils avaient besoin de quelqu'un sur le web, donc ils m'ont embauchée à plein temps. Mais à aucun moment, je te coupe, désolée, entre le moment où tu as vendu des sextoys et où tu as fait des petites vidéos, tu as commencé la pige, à aucun moment tu t'es dit que j'ai vu ce que j'avais à voir dans le sexe, mais genre, mais ça, je me le suis jamais dit. C'est vrai? Ah, mais jamais. Ah non, mais même aujourd'hui où, il y a plein de choses qui sont presque un peu redondantes parce que, oui, au bout d'un moment, voilà. J'apprends tout le temps et je me remets en question tout le temps et je trouve que c'est un territoire qui a tellement pas été assez exploré en profondeur, personne l'a normé. Il y a plein de jeux de mots, tout à l'heure elle s'est glissée dans Mais tout est, j'appelle ça la disponibilité sexuelle de la langue française dans mon livre. Tout est prétexte à jeu de mots en français. Exactement. Donc là t'es chez Union. Donc là je suis chez Union. Que oui, non, je m'ennuie pas parce que par exemple dans plein de milieux, je parle de l'alimentation. Par exemple, je vais faire le parallèle avec l'alimentation. C'est hyper normé, hyper codifié. Il y a déjà des gens qui ont leur jargon spécifique pour y rentrer. Il y a déjà tout un protocole. Il faut peut-être faire une école avant. Il y a des formations, etc. Quand tu arrives dans le sexe, c'est la jungle. Il n'y a rien, il n'y a personne qui a pris le sujet à bras-le-corps. On est chacun dans notre petit coin. Il n'y a pas de fédération. Il n'y a pas des gens qui sont installés depuis longtemps. Donc tu fais un peu ce que tu veux. Et donc tu es toujours en train d'essayer d'apprendre. Tu es toujours en train de bousculer les gens. Tu te rends compte que plein de gens ont beaucoup d'a priori sur ce sujet-là. Je sais pas. Mais moi, j'ai toujours, quand j'en parlais, j'ai toujours eu l'impression que les gens m'écoutaient. Enfin, donc du coup, c'est plaisant comme sensation. Mais de toujours me dire, mais en fait, cette personne... J'écoute aussi beaucoup les gens. Hein. C'est le plus important même. J'écoute les gens et je me dis, tiens, je suis pas tout à fait 100% d'accord avec ce qu'il est en train de me dire, mais pourquoi et à quel moment ça coince. Et puis je leur dis, mais attends, dans ta réflexion, tu vois, ok, avec les 60%, mais les 40% là que tu penses, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que, tu vois, par exemple, quand tu me dis, oui, aujourd'hui c'est hard partout, moi, par exemple, je l'entends beaucoup, mais je me dis, attends, c'est hard partout, je sais pas, je sors dehors, pas une affiche de cul, rien, tu vas dans les kiosques, il n'y a pas un magasin de cul, il n'y a pas un magazine de cul, je sais pas, tu sortais dans les années 70 sur les Champs-Élysées, il y avait des cinémas porno sur les champs. C'est ce que je disais à Claudia tout à l'heure, on n'était pas d'accord sur le sujet. Parce qu'on a un écart d'âge. Un peu petit écart d'âge. Oui, et quand j'étais jeune, je dis, tu sais, tous les soirs à 8h, mais bien sûr. C'était Colaro à la télé. Il y avait les femmes seins nus qui dansaient les Coricoco Girls, là. Et c'était ça, en fait. C'était ça. Et c'est beaucoup plus ma génération a l'impression d'être libérée, en fait. Sûr. Non. Pardon ? Ma génération a peut-être l'impression d'être plus libérée, en fait pas du tout. Non, alors la génération Y, à laquelle tu fais référence, on est plus libéré, oui. Pas on baise partout et on est plus libéré dans le sens où on casse les codes de genre ou conservateur, c'est-à-dire l'homosexualité c'est clairement admis, mais t'as des potes gays, mais tu t'en fous, c'est un non-événement, c'est même pas un débat, c'est un non-sujet absolu. Tu peux coucher avec une fille, tu vas pas te remettre en question sur mais est-ce que je suis lesbienne et quelle est ma vie et tu t'en fous, enfin tu vois, il y a beaucoup plus de souplesse. T'as couché un soir, t'es pas en train de te dire oh là là je suis une grosse salope, j'ai couché mais t'as pris ton Tinder et t'as couché, voilà, on n'est plus du tout en train de se dire il faut, si je ne respecte pas un certain schéma, c'est horrible,
horrible, je suis bizarre. Alors que ça, c'était les réflexions de nos parents. Donc notre génération, oui, est libérée parce qu'elle est libérée d'un carcan dans lequel tu dois vivre ta vie sexuelle et ta vie affective de façon plus générale. Moins de normes. Voilà, moins de normes dessus. Mais on baise la génération Y beaucoup moins. Bah, il y a Netflix, les gars, il y a Netflix. C'est ça le problème. C'est ça, c'est un peu ça. Oui, mais en fait, plus largement, il y a même les jeux vidéo qui sont apparus. Les portables sous l'oreiller les aussi. Les portables, mais donc c'est pas faux ce que tu dis. Et ça fait en sorte que on s'en fout un peu du sexe. Mais encore une fois, je rejoins ce que je disais au début. C'est pas grave. Peut-être qu'on s'en fout aussi parce que c'est plus accessible dans le sens où on peut coucher plus facilement. Donc quand c'est à disposition, t'en as peut-être moins envie. Ouais, t'as moins le côté transgressif. Il y a pas de tu sais, parfois les plans Tinder le soir, c'est chiant. Enfin, tu sais, t'es là avec un tu t'en fous. Tu te ferais livrer une pizza, tu te fais livrer un mec pareil. Je lui explique ce que je fais dans la vie, machin. Est-ce qu'il va me plaire, est-ce qu'il va pas me plaire. C'est la flemme. Bah voilà, il vient me juger sur mon Netflix, quoi, les séries, quoi, Handmaid's Tale, enfin je sais pas. C'est tellement ça. C'est complètement ça, ouais. Je l'ai vécu hier soir, ça, tu vois. J'étais là, demain c'est couvre-feu, je fais quoi? Je cherche pas. Non, Lundi matin, faut rester jusqu'à 6h du matin chez toi. Enfin, avec le ça, c'est une phrase de Parisien, tu vois, typiquement, parce que le couvre-feu, c'est dans 8 métropoles. Ouais, alors c'est 8 métropoles. Nous, on est passé à côté, mais il y en a d'autres. Voilà. Nous, on est en plein dedans, là. Mais d'ailleurs, à l'époque, il y a quelques semaines, juste après l'annonce du couvre-feu, tu avais fait une petite chronique sur le sujet. Je l'ai trouvé très très drôle d'ailleurs, très très nourri, très fouillé. Et c'est exactement ça en fait. C'est punaise, non mais attends, si je le fais venir, il va falloir qu'il reste toute la nuit, il pourra pas partir à minuit. Comment je vais faire, lourdingue? Non, mais je vais allumer la télé. Ben oui, mais bien sûr, mais je le comprends. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci, avec ça. Le sexe, moi, je trouve vraiment que c'est, mais je veux dire, surcoté, parce que c'est d'un banal. C'est comme manger. Oui, c'est bien, mais bon. On s'en fout aussi, tu vois, c'est pas hyper important. Et par rapport à la bouffe, c'est même encore moins important. C'est-à-dire que si t'as plus faim, t'as une perte d'appétit, ça peut être grave. Oui. Si t'as un manque de libido, c'est même pas grave, il va rien se passer dans ta vie. C'est un non-événement. Enfin, donc non, il y a rien de grave dans le sexe. Je trouve qu'on en fait vraiment tout un plat, on en parle. Mais, oh là là, on est en train de parler de cul, on est en train de. Oui, mais c'est gratuit en plus, souvent. Donc y a pas de... Tu peux le faire avec toi-même, t'as même pas besoin d'un partenaire. Enfin, donc voilà. Mais toi, t'as réussi quand même à switcher ce truc, on en parle avec n'importe qui, on s'en fiche, à un vrai métier. Et surtout, tu as plein d'idées, ça fusionne. T'es sur Lyon, t'es à la radio, tu développes une société avec My Sweet Fantasy. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles de tout ça parce que moi, je trouve ça dingue, toutes les idées que tu peux pêcher et mettre en action en fait pour le sexe et le plaisir, quoi. Alors, toutes ces idées-là, en fait. Ça ne vient jamais de moi qui suis dans mon lit et qui me dit « Ah tiens, je vais faire ça ». Enfin, ça peut m'arriver, mais c'est surtout, je vais rencontrer des gens. Et je vais me dire « Ah bah tiens, toi tu fais ça ». Par exemple, Guenièvre est illustratrice. Et en parallèle, en fait, je suis un peu chez Tabou Édition, mais pour d'autres sujets. Et puis tout d'un coup, j'ai un responsable de collection qui me dit « Ah bah tiens, j'ai envie de lancer une collection ». Et moi, je me dis « Ah oui, ça peut être bien, mais bon, en même temps, si c'est pour refaire un énième guide sexo, ça m'intéresse pas ». Oui, parce qu'on recontextualise. Toi, tu as sorti la collection Le Guide de survie sexuelle. Oui, c'est ça. Il y a eu de l'étudiante, de la businesswoman, c'est ça. Business girl, vacancière, le timide le dernier. C'est vrai, Et le vrai dernier, c'est celui qui vient de sortir, les parents, la sexualité des parents. Et donc je voulais aussi fragmenter, parce que je trouvais que ça n'avait pas trop été fait, parler de sexe par tranche de vie ou par catégorie socio-professionnelle. Le business girl, c'est encore un truc de parisien. Mais puis même dans la rédaction, je parle de métro et tout. Enfin, je suis très... il y a des métros dans des autres villes. Voilà. Mais oui, je sais que je peux avoir ce travers-là, donc merci d'avoir. Non, mais c'est pas que toi, je te rassure. Mais oui, donc comment ça se fait? Je me suis pas dit du jour au lendemain, ok, je vais lancer une collection, qui est-ce qu'il faut que j'appelle? Non, j'avais déjà des gens qui avaient des besoins. Et en fait, à chaque fois, je réponds un peu à un besoin. Guenièvre qui se lance dans l'illustration, tiens, est-ce que ça te dirait de faire un truc avec moi? Elle était en plein lancement, c'est cool d'écrire un livre, ça permet de te positionner, etc. Donc voilà, on va sortir une collection tous les deux. Et en fait, t'as plein de projets où en gros, c'est toujours ça. Les gens me disent, ah tiens, j'ai cette problématique actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de le résoudre. Pareil pour le salon de la littérature érotique, je faisais mes petits apéros, mais à aucun moment je me suis dit, je vais faire un gros salon, un gros événement, un salon de la littérature érotique. Je parle à une pote qui était en train d'exposer Manara à l'époque et qui me dit, il faut que j'anime ma galerie. Est-ce que tu ferais pas des petits ateliers d'écriture là-bas? Ta galerie, elle est grande. Moi, je suis pas sûre de la remplir. Il faudrait plusieurs auteurs. Je vais mettre plusieurs auteurs. Je vais faire ça sur une après-midi. Si j'ai 7-8 auteurs. De fil en aiguille, ça devient un salon de
la littérature érotique, parce que bon, voilà, c'est un salon, c'est l'après-midi, j'ai plusieurs auteurs, je vais appeler ça comme ça. Et du coup, tu cases 200 personnes pour commencer dans un lieu. Mais pour animer la galerie, parce que quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai un lieu, tu viens gratos. Ouais, mais c'était... tu deviens une petite référence petit à petit, une vraie référence même. Alors, c'est même pas une histoire de référence, c'est en fait, tu rencontres des gens et vraiment, les choses se font comme ça. Et après, il faut avoir peut-être un peu de créativité, on va dire, pour se dire, ok, comment je réponds intelligemment avec les ressources que j'ai à ta problématique et comment on fait un truc intelligent ensemble. Et ça s'est fait dans tous mes projets, même My Sweet Fantasy, je l'aurais jamais fait si j'étais pas avec un associé qui s'appelle Arthur Vernon, qui est metteur en scène de spectacle. Alors, My Sweet Fantasy, explique-nous ce que c'est, parce que nous on le sait, mais les gens qui l'écoutent, et c'est génial comme idée par contre. Ouais, alors, My Sweet Fantasy, c'est le pitch, c'est la réalisation de fantasmes à domicile où nous on réserve des lieux. Alors attends, sans acte sexuel, parce que ça peut être vu comme du proxénétisme. Le danger de My Sweet Fantasy, clairement, le risque numéro 1, c'est le proxénétisme. Donc nous, on fait tout pour verrouiller et de ne jamais rentrer dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais de contact sexuel entre un sweetie, c'est les comédiens ou les danseuses, enfin les gens qui travaillent pour nous, nos animateurs érotiques, et un client. Bref. J'ai un fantasme de dingue, je vais sur ton site, et là qu'est-ce qui se passe? Tu m'écris ton fantasme, nous on va... Tout type de fantasme? Tout type de fantasme, c'est BDSM. Après, si c'est même pas sexuel, nous on a eu quelqu'un qui voulait se faire crucifier. Bon, est-ce que c'est sexuel, pas sexuel? Ouais, alors ça on me l'a raconté, tu peux nous le raconter. On donne pas de nom, et le but n'est pas de juger les. Non, mais ça, on essaye de comprendre tout le monde. Mais surtout que c'était quelqu'un de. Mais nous on adore toutes ces demandes parce que c'est des demandes qui sont à la fois les mêmes et à la fois très différentes. Les mêmes pourquoi? Parce que et je pense que c'est masculin. Voilà, font partie des sujets qui ne sont pas pour moi assez explorés. Le fétichisme masculin, c'est-à-dire qu'on a toujours ces mêmes profils, des hommes, toujours que des hommes, qui ont un truc en tête depuis soit 5 ans, soit 15 ans, mais à 20 ans, c'est plus, ils me disent pas, ah oui, ça fait 5 ans que je pense à ça. Non, c'est 15 ans ou 20 ans qu'ils ont ce truc en tête. C'est un vrai truc mûri. C'est un vrai truc mûri sur lequel ils vont y repenser, Donc le fétiche, lui, en l'occurrence, c'était de crucifier. Il voulait se mettre en voilà, et le crucifiement. Et donc il y a toute une communauté de gens qui sont passionnés par les techniques de torture, de crucifiement dans un cadre sexuel, qui écrivent, il y a une bible même avec des images, des illustrations, et donc ces gens-là se la refilent entre eux. Ils nous l'avaient envoyé aussi pour qu'on puisse s'en inspirer. Bon, c'est des techniques de torture un peu. Donc nous, il fallait qu'on adapte ce cadre-là à un cadre safe, sain, sans blessure, sans lui faire mal. Quand tu es chef d'entreprise, toi, t'as des responsabilités. Oui. C'est-à-dire que le mec, il tombe de sa croix, il se fait mal. On peut vite tomber dans le fait divers. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il faut un échange avec le client. Tu vas toujours t'adapter et être en réaction par rapport à ton client. C'est dingue quand même, parce que tu vois, quand je t'écoute, je trouve ça... c'est dur de pas être dans le jugement. Comment vous faites pour vous dire, mais cette personne... À te dire, ah ouais, là, on va peut-être trop loin. Ou même de juger, avoir un a priori. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Mais parce que parce que tu sais, quand tu dis, ok, tu peux me parler de tout sur ta sexualité, tout le monde me parle de tout. Et en fait, tout devient normal. C'est-à-dire que le fétichisme masculin, mais j'en ai des milliers qui me disent, moi j'ai le fantasme de me faire arrêter depuis que je suis tout petit. Moi j'ai le fantasme de masser des pieds depuis que je suis tout petit. Et comme t'as tellement de mecs qui me disent ça, au bout d'un moment, je suis pas dans le jugement. Je suis c'est normal, c'est un mec. Et peut-être que 10 à 15% de la population masculine est fétichiste. T'arrives encore à être choquée? Ouais, c'est un peu ça l'idée. Être choquée. En fait, moi, je suis toujours amusée de la créativité des gens. Parfois, elle m'étonne encore parce que ça va au-delà de la mienne. Celle de la croix, je pense que tu l'avais pas vu venir. Mais surtout toi, t'es une scientifique. Encore ça va parce qu'il y a des choses. On a eu des demandes qui étaient plus barrées que ça encore. On a des gens qui veulent faire l'amour avec des sirènes ou des. Enfin, ça, on peut pas le réaliser l'amour avec une sirène. Mais tu sais, ça va au-delà de ce à quoi tu t'attends. Donc, t'es toujours un peu surpris et amusé, non? Et puis ceux qui me disent, ah oui, moi j'ai le fantasme. Moi, je suis un mec, je vais faire l'amour avec 2 filles. Oh, tu me juges pas. Je fais. Oh là. Petit joueur, le niveau 0. Mais parfois il y a des clients, je suis bon, me jugez pas, c'est peut-être un peu suffisant. Non mais vous savez, vous êtes tellement normal, monsieur. je le prenais pas mal, mais ce que vous me racontez, c'est bon. Alors des prestats peuvent coûter combien? Parce que là, l'histoire de la croix, je reviens, c'est l'exemple que tu nous as donné. En plus, ça nécessite une belle organisation. Bon, ça c'est des fantasmes qui vont à un peu moins de 10 000 €. Enfin, celui-là, en l'occurrence, on était dans cet ordre de grandeur. C'est un petit budget, enfin c'est un vrai budget. C'est un vrai budget. On en a qui ont dépassé ce budget-là. Mais sinon, oui, parce que c'est de la gestion de lieu, gestion de personnel, donc ça va très très loin. Non, en fait, on est hyper content de pouvoir faire ça et de pouvoir offrir un cadre vraiment
hyper bienveillant et sans jugement à ces gens-là, où comme tu le disais, ce serait hyper facile. Le mec qui raconte ça à son collègue, ouais, j'adore me faire crucifier. Ouais. Évidemment que l'autre il va rigoler en face, mais parce que l'autre qui va rigoler en face, il y connaît rien. Il connaît pas que oui, tous les gens sont bizarres en fait, et que il y a rien de bizarre à être fétichiste quand t'es un mec, et qu'il y a jamais eu d'études dessus, et qu'on s'intéresse pas à la sexualité vraiment des hommes, et pourquoi certains hommes font des fixettes sur certaines choses, et pourquoi souvent ça revient sur de la domination et de la soumission. Et en fait, est-ce que avec cette nouvelle activité, tu arrives à voir qu'il y a on peut arriver à faire des généralités des clients que tu peux avoir. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que par exemple c'est beaucoup que des hommes? Est-ce que c'est des gens qui ont une catégorie socio-professionnelle assez élevée? Alors, étrangers, français, enfin tu vois, il y a des choses qui reviennent. Une des problématiques, c'est que, comme tu le disais, je t'ai pas répondu à ta question, mais nos fantasmes peuvent être relativement chers. Nous, on essaye de au moins proposer un fantasme à moins. On a un fantasme à 99 €, qui est celui de la lecture érotique. C'est un budget, donc il y a une sélection par le prix. Donc le problème, c'est qu'on vise une certaine catégorie socio-professionnelle. Oui, je peux faire des typologies de demande, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Il y a une différence entre une femme qui vient nous voir toute seule, un couple qui n'est pas dans les mêmes problématiques. Les problématiques de couple, t'en as plusieurs, mais il y en a qui sont redondantes. Un homme seul, ou souvent, je dirais 60-70% de nos demandes d'hommes seuls, c'est des demandes entre guillemets fétichistes. On a eu un homme asiatique qui voulait de l'humiliation pénienne, il voulait qu'on se moque de la taille de son pénis. Et ce truc, on dit que souvent ce sont tout ce qui est avocat, juge, l'audit, les mecs dans ce milieu-là qui aiment se faire humilier. Oui, tu retrouves ça, Alors, les politiques, est-ce que c'est vrai, etc. cliché? Pas forcément des gens très connus, très célèbres. Non, mais pas forcément connus, mais... Politique, non, je dirais... déjà, il faut un certain revenu, mais non, t'as toutes les professions qui sont, entre guillemets, représentées, puisque je pense que c'est des humains avant d'être des professions. Oui. Maintenant, oui, pour te répondre, je pense que dans une certaine mesure, ce que tu vis dans ta vraie vie, tu vas peut-être le contrebalancer dans ton intimité. Ouais. Donc, en effet, quand t'as beaucoup de responsabilités, que tu passes ton temps à gérer des gens et que c'est lourd, le moment où tu vas être dans le lâcher-prise, ça va être un moment qui va être encore plus agréable pour toi, parce que tu n'es jamais dans le lâcher-prise. Donc, d'où la soumission. La soumission, c'est lâcher-prise ultime, je donne à quelqu'un ma responsabilité et je n'ai plus à gérer, j'ai plus à faire de choix. Pour revenir 2 petites minutes sur My Sweet Fantasy, qui sont les sweeties? Et d'où sortent-ils? Écoute, soit c'est des gens qui sont habitués à faire du striptease, soit c'est des gens qui dansent mais qui font un peu de danse contemporaine, qui se mettent à nu et qui vont venir travailler la sensualité, des comédiens et comédiennes qui aiment bien ce sujet-là. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Puis après il y a des performeurs aussi érotiques qui peuvent faire des choses formidables avec le feu ou avec d'autres choses. On peut travailler avec des dominas aussi, donc c'est le métier. Tout un univers quoi. En fait. Mais c'est fou. Mais j'ai envie de dire toute une industrie. Ouais. Oui voilà, on essaye de plus en plus dans un métier, dans un monde sexuel, de la sexualité qui n'est pas formaté dedans. Nous, on essaye au maximum de créer un giron, de faire des process de formation, comme une vraie entreprise, et de pas être là dans un truc amateur comme on le voit beaucoup dans le milieu du sexe, parce que rien n'existe dans les textes de loi ou rien pour encadrer notre truc. Nous, on se crée notre propre loi, notre propre charte éthique pour que ça fasse très professionnel et au final offrir un cadre sain à ces gens-là qui travaillent dans le sexe et qui sont souvent laissés à eux-mêmes, quoi. Ce que j'adore, c'est que tu en parles avec de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit, absolument pas de jugement, beaucoup de compréhension et surtout, c'est ça, avant de pointer du doigt, vous savez pas ce qui se cache derrière, quoi, d'où ça vient, tout le process qu'il y a eu dans la tête de la personne. C'est ça qui est ouf. Mais après, j'en parle avec bienveillance encore une fois. Si j'étais absolument méconnaissante sur le sujet de la sexualité, et peut-être que j'aurais rigolé, mais une fois que tu connais vraiment les gens et que tu as parlé à plein de gens, tu rigoles plus parce qu'en fait tu te rends compte que c'est hyper commun et que c'est hyper banal et qu'il n'y a pas à en rire. Donc pour moi, les gens qui se moquent ou qui ont des préjugés, c'est avant tout de la méconnaissance, point barre. C'est pas des gens méchants ou quoi que ce soit, et je comprends parfaitement. Et peut-être que moi je suis méconnaissante sur certains sujets et que je vais en rire, tout comme tout le monde rigolait du coronavirus au début, et puis maintenant on a beaucoup moins envie d'en rire. Hein. Justement, avec le corona, est-ce que ça a touché cette partie-là de ton activité? Bien sûr, oui, pendant le confinement, évidemment qu'on a arrêté My Sweet Fantasy. Maintenant, nous, on va mettre des règles sanitaires. Donc déjà, My Sweet Fantasy, comme on le fait beaucoup à domicile, c'est difficile à domicile d'imposer le masque, et puis t'es chez des gens, donc il y a peut-être de la contamination au coronavirus, donc il y a un ralentissement un petit peu de cette activité. Nous, on va plutôt proposer de le faire à l'hôtel, dans des lieux qui sont désinfectés, etc. Et sinon, comme on a ouvert un nouveau lieu, nous, ça nous permet vraiment de respecter les règles sanitaires au sein du nouveau lieu, c'est-à-dire tout le monde a un masque, on va venir avec, tout le monde met son petit gel hydroalcoolique, on a des processus de désinfection, il n'y a pas de contact. Alors, ce lieu, c'est un théâtre.
que tu vas ouvrir. Voilà, c'est une salle de spectacle, tout à fait, qui s'appelle un bar à fantasmes. Donc en effet, c'est un théâtre. C'est toujours très élégant. Oui, j'aime bien un fantasme, on a envie d'y aller. C'est pourquoi ? Parce que le théâtre, c'est tu arrives, tu payes ta place, tu restes passif et on te propose un show, ce qui est très bien. Et donc nous, on veut qu'ils arrivent et qu'ils proposent, tiens, moi j'ai envie de telle chose sur scène, j'ai envie qu'il se passe telle chose, j'ai envie de vivre telle aventure. Donc nous, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que oui, c'est du spectacle, tu peux venir rien dire sur ta vie, rien dire sur tes fantasmes. Et ça peut être interactif. Tu peux prendre ton sweaty et dire, voilà, moi j'ai envie de faire le mauvais élève et que ce soit mon professeur qui me gronde. Et ouais, pas de souci, on a des boudoirs à fantasmes. Et pendant une demi-heure, t'es le mauvais élève et t'es puni. Et elle va être ta méchante professeure et tu vas recopier tes trucs. Et voilà, parce que ça va plus loin. Et de pas se contenter de dire une fille qui se dénude, ça y est, ça c'est l'érotisme. Oui, parce que c'est dans les grandes lignes, ça plaît à tous les hommes ou les femmes qui sont à plaire de façon générale, mais sans rentrer dans le détail vraiment de ce qu'attendent et les femmes, parce que tu me posais la question des femmes, mais il y a des fantasmes récurrents chez les femmes aussi, qui ne sont pas de l'ordre du fétiche, mais qui sont aussi des fantasmes récurrents, et qu'on va venir travailler. Donc nous aussi, on va leur dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment revoir en fait ? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans le cul ? À quel moment tu as eu une sorte d'émotion érotique ? Est-ce que tu veux la revivre ? Nous, on va essayer de te la faire revivre, on va peut-être t'emmener un peu plus loin, ou on va même te proposer des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Tu as toutes ces activités. Attends, parce qu'en plus de ça, tu as la radio, tu es sur Sud Radio, tu as une petite chronique, un billet d'humeur. On va dire que c'est un billet d'humeur. Souvent, c'est sur l'actualité. Très drôle, je vous conseille d'écouter. Il est pertinent. Non, mais voilà, c'est facile de dire ça parce que t'en face de nous, mais c'est vrai. C'est vraiment très bien fait, pertinent. c'est enjoué, c'est pertinent. Ouais. Tu vois, t'as un rythme, une diction, etc. On a envie d'écouter. Oui. Franchement, c'est un vrai moment et on apprend des agréable, choses quoi. Et ça pousse à la réflexion. Ouais. Bon, c'est gentil. Oui, j'essaye, comme je peux, d'apporter une réflexion souvent sur un fait d'actualité, en me disant, je vois un peu comment les gens réagissent, et à chaque fois, le truc qui me fait un peu grincer des dents, où je me dis, tiens, pourquoi il dit ça ? Je suis pas tout à fait d'accord, pourquoi est-ce que je suis pas d'accord ? Puis, hop, ça me permet d'écrire un billet d'humeur. Ou souvent je vais grossir le train en disant je ne suis pas d'accord, là parce que la radio fait que t'es obligé de monter d'un cran toutes tes émotions. L'indignation, ça fonctionne bien en billet d'humeur, mais après il y a d'autres formats. Après, quand je vois un truc et que j'ai juste envie de faire un effet de style, typiquement ma dernière chronique sur le 5 à 7, c'était plus un exercice de style qu'un vrai billet d'humeur. Mais oui, ce qui est bien dans le billet d'humeur, c'est que Brigitte, elle aime beaucoup... Brigitte Lahaye, pardon. Une référence. La référence dans le milieu du sexe, aime beaucoup se poser des questions sur la sexualité, donc arriver avec un sujet et dire voilà mon point de vue et voilà ce que je pense. Typiquement, j'avais aussi écrit une chronique sur la jalousie, où la jalousie, je sais que médiatiquement, on va en parler comme c'est quelque chose de maladif, c'est pour des gens qui n'ont pas confiance en eux, t'es jaloux de ton partenaire, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, etc. Mais moi je suis là, mais attends, c'est la base quand même d'être jaloux, parce que c'est normal, ton partenaire, il peut potentiellement se casser. Imagine, t'as fait un enfant, t'as une maison avec lui, il va se casser. C'est dramatique quand même pour ta vie, quoi. Ça va te revoir tout. Donc c'est normal la jalousie, c'est la base, c'est un signal d'alerte, comme quand t'as une petite blessure, parce que je sais pas, c'est un signal d'alerte de ton cerveau. C'est normal d'être jaloux, faut arrêter de dire tu manques de... Non, t'es jaloux, t'es normal, c'est normal. Donc rappelez. C'est un symptôme. Voilà, pardon. C'est le moment petit. Non, mais on le voit souvent comme un symptôme, la jalousie, où il faut absolument pas être jaloux, et puis quitte à faire des choses complètement débiles, donc ne jamais parler de jalousie dans ton couple. Mais non, mais vas-y, je m'en fous, y a pas de souci. Donc j'aime bien aussi, à chaque fois qu'un truc me gratte, tiens, je suis pas d'accord, d'arriver et de dire, je suis pas d'accord. Tu l'as rencontrée comment, Brigitte Lahaye ? À la radio ou tu la connaissais d'avant ? En fait, je l'avais interviewée pour Union. Et je lui avais demandé dans quelle mesure on peut faire un partenariat entre Union.fr et Sud Radio. Et du coup, en fait, ma chronique est un partenariat entre Union.fr et Sud Radio. Nous, on avait décidé de te faire une petite interview. Bon coup, mauvais coup. Bon coup, mauvais coup, ouais. Le dernier film de Brigitte Lahaye, justement. Son dernier film. Bon coup, très bon coup. Que je n'ai pas vu, mais très bon coup médiatique, parce qu'il y a eu beaucoup un accueil extrêmement bienveillant de tout le public sur ce sujet, et je connais très bien le travail d'Olympe de G, et je trouve ça formidable de parler de la sexualité. Il y avait plusieurs sujets qu'elle traitait, la fin de vie et le rapport au sexe quand on est assez âgé. Donc très 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 bon coup d'ouvrir ces sujets-là et en plus de le faire en porno, je trouve ça formidable. On rappelle vite fait, c'est 40 ans après avoir tourné son dernier porno, elle a tourné un nouveau porno, donc 40 ans après, complètement autre chose, et c'est l'histoire d'une femme qui prépare sa dernière fois, son dernier rapport sexuel. Ok, à toi. Les buzz sur la sexualité des politiques, justement. Bon coup, mauvais coup. Mauvais coup, on s'en branle, je veux dire...
Griveaux et sa branlette. Enfin, non, mais c'est un Ouais. autre sujet. Il a envoyé une branlette. Tous les mecs font ça ou presque, Voilà, beaucoup en tout cas. c'était consenti. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça mérite tout ça? Marlène Schiappa qui publie des... Mais qui s'intéresse? On est bien Mais d'accord. non, mais pourquoi c'est un sujet? Pourquoi est-ce qu'on perd du temps à écrire dessus, à lire ces sujets-là? Enfin, je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes que tout ça. Donc, inintéressant possible. Quand, évidemment, on ne parle pas de problèmes d'agression sexuelle, etc. Voilà, elle Mais- était clairement consentante, enfin, il y a eu Voilà. un échange, donc pas de Donc souci. c'est inadmissible ce qui s'est passé. Quand t'es une nana, tu fais pas ça, tu balances pas la. Donc j'ai été très triste pour Griveaux, tout comme je suis très triste pour Schiappa. Je suis très triste que les médias jouent ce jeu-là. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Donc mauvais coup. Tout ce qui est compte Insta, jouissance club, je m'emballe clito. Bon coup, mais Hyper bon coup, formidable. Ces nanas-là, elles ont tué le game, elles ont permis qu'Instagram revoie leurs conditions, elles permettent de parler de sexualité vraiment sexo à des jeunes, ce qui n'avait pas été fait ni par la télé, ni par la radio, ni par personne. Elles ont enfin trouvé un média pour parler aux jeunes de sexualité et vraiment de les informer de façon ludique. Hyper bon coup qui n'a pas été réussi depuis 50-60 ans, depuis jamais. On n'a jamais réussi à parler de sexe normalement aux jeunes. Ce qui passait dans les écoles avec les virus et les machins, ça n'a jamais fonctionné. Première fois qu'on arrive à parler à des très jeunes de sexe de façon drôle, ludique, sans leur faire peur, les intéresser et en plus les éduquer. donc c'est le meilleur coup de l'histoire. Meilleur coup Ok. de l'histoire, meilleur coup de l'histoire. Et Ok. le couvre-feu. Ah bah écoute, c'est un mauvais coup pour un bon coup, comme on dit, un mal pour un bien. Hein. Bah oui, bah, je ne suis pas experte du coronavirus, mais s'il faut passer par ce genre de choses et éviter que les gens meurent, j'ai l'impression que c'est quand même une vraie connerie. Enfin une connerie. Le coronavirus, c'est une vraie chose, ça tue des gens et si ça les tue pas, il peut y avoir des conséquences et des lésions derrière. Donc je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, encore une fois, je sais pas si c'est la bonne application, je n'en sais rien, je suis méconnaissante sur le sujet, mais je comprends qu'il faille faire des choses. Ok, envoyer un sexto ou un petit message après 1h du matin. Bah, bon coup, tout ce qui permet de communiquer sur la sexualité était... Si c'est consenti, bien sûr. Très bien. À 1h du matin, oui, est-ce qu'il y a une heure pour le sexto? Non. Moi, j'ai déjà des hommes qui m'ont dit, alors il y a une règle d'or, passé 1h du matin, on ne touche plus à son téléphone. C'était bourré. Oui, voilà. Ouais, c'est plus ça le Non, oui, il faut faire les choses de façon intelligente, parce que si c'est pour, par exemple, le texto d'1h de matin où tu cherches juste ton plan cul et comme t'es bourré, tu veux dire mais je t'aime, mais t'es formidable, alors que ça, t'y penses pas plus. Voilà, le mensonge. Si maintenant t'es pas en train de mentir, manipuler et que t'as eu besoin de 3 verres de vin pour raconter la vérité à quelqu'un, bon, pourquoi pas? Un petit coup sympa. Voilà, pourquoi pas? Alors le fameux sextoy, le rabbit, bon coup, mauvais coup. Le meilleur sextoy, why not, hein, tous les sextoys sont bons à prendre, mais le bon sextoy, c'est... Le womanizer. Bah bien sûr. Oh là là, la base, c'est celui-là. C'est parce que cette espèce de gros machin pénétrant avec les petites oreilles de lapin qui viennent stimuler le clito. Je sais pas par qui ça a été inventé, mais encore, je pense, quelqu'un un tout petit peu méconnaissant sur la sexualité féminine. C'est le coup que tu rappelles de temps en temps. Voilà, c'est ça, c'est ton archive, quoi. Tu vois, le bon coup, le vrai bon coup, ouais, c'est un sextoy type womanizer, c'est-à-dire un aspirateur clitoridien, très bon coup qui a été inventé récemment avec des vrais gens qui se sont dit, attends, mais comment elles jouissent les filles? C'est ça qu'il faut créer. Alors, bon coup, oui et non, parce que du coup, c'est tellement bon coup qu'après, repasser par une sexualité normale, ça peut être difficile. Donc, bon coup avec modération, c'est comme toutes les bonnes choses, pas faire que du womanizer tout le temps, ça peut être addictif. Ok, le porno en 2020. Et hyper bon coup, pourquoi? Parce que on a ce porno mainstream qui est toujours là, mais qui norme. Le problème du porno aujourd'hui, ça serait qu'il y ait une forme de norme. Moi, je trouve que c'est la seule problématique. Aujourd'hui, tu as de plus en plus des OnlyFans et des machins où n'importe quelle nana fait ce qu'elle veut. Il y a une ubérisation du porno. Elle fait ce qu'elle veut avec son porno. Donc maintenant, tu as des nanas qui se mettent en costume de Pikachu et qui te font tout un truc pornographique. Et c'est formidable de recevoir Pikachu. Jamais ça. Oui, en Pikachu, en n'importe quoi, en petite fée, en licorne. Enfin, et donc, tu as un univers créatif qui est formidable parce que chacun fait ce qu'il veut. Tu n'as plus une société de production qui te dit ok, le sexe c'est porte-jartel, champagne, limousine, oui, pourquoi pas. Encore une fois, c'est un fantasme. Et là, t'as des nanas ou des mecs ou des couples qui se disent attends, vas-y, on va faire ça, et puis on va le faire sur la plage, et puis on va faire un truc super drôle qui a jamais été fait, et donc c'est super challenging. T'as aussi toute la scène féministe, pareil, qui va dire ah non, mais moi je veux plein de corps différents. Et donc t'as une diversité du porno qui est en train de se créer avec plein de canaux alternatifs, et t'es plus dans la société de production de porno qui va imposer une charte éthique quelque part. Mais c'est la même chose qui se passe dans les médias. T'as plus les
6 chaînes de télévision qui imposent une façon de voir les choses. Maintenant, tu prends ta chaîne YouTube et tu regardes ce que tu as envie. Voilà. Puis t'as du nul dedans, c'est pas le problème, mais t'as du très bon. T'as aussi du très bon. Donc non, formidable pendant 2020. Formidable. Bon, et dernier petit point, lancer son entreprise dans le sexe en 2020. Difficile mais pas impossible. Donc bon coup dans un monde de mauvais coups, je sais pas. Faut s'accrocher et encore une fois, ce qui est difficile, c'est que tu n'as pas de structure juridique. T'es toujours dans un flou juridique, t'es toujours dans un flou au niveau des moyens financiers parce que les banques pour te suivre c'est compliqué, les gens pour te suivre c'est compliqué. Donc faut être sûr de son coup. sûr de son coup, c'est bon, ça. Super. On va finir peut-être juste en te demandant tes projets. Flore, elle est où dans 5 ans, dans 10 ans? Oh là, surtout elle va surtout pas se poser la question, elle va faire comme elle fait d'habitude, c'est-à-dire elle va rencontrer des gens plutôt que de dire voilà ce que je veux faire dans un an, qui à mon avis est qui peut marcher chez certaines personnes mais qui est pas du tout ma façon de réfléchir. En plus en ce moment c'est un peu compliqué. Oui, voilà, avec un coronavirus, on a bien compris que tout ce qu'on projetait une semaine pour le lendemain, même le week-end d'après, il faut oublier, il faut juste se dire ok, quels sont les gens que j'ai autour de moi, quelles sont les ressources que j'ai autour de moi et comment j'y réponds. Je me suis jamais dit je vais être journaliste ou moi je vendais des sextoys, j'étais hyper contente, enfin on s'en fout, je fais des événements, je suis hyper contente, je parle à la radio, je suis contente, j'écris un livre, je suis contente, et même parfois je suis chef d'entreprise en retrait, mais je suis super contente d'apprendre sur ce métier-là. T'as des projets là pour avant la fin de l'année, jusqu'à décembre. Comment on va entendre parler de toi? Déjà, je viens de sortir mon livre, donc voilà, il y a toujours ça. Et après, en la 2021, sexualité quand on est le guide de survie sexuelle des parents. Il y a le lieu Sweet Paradise que je suis en train de gérer et qui me prend aussi beaucoup de temps. Et d'ici la fin de l'année, j'ai une nouvelle qui va sortir en décembre dans les contes de nouvelles érotiques de la Musardine. C'est une maison d'édition spécialisée dans la littérature érotique. La littérature érotique. Voilà, les contes de Noël, pardon. Donc voilà, c'est si vous voulez une petite nouvelle érotique sous le sapin. C'est une bonne idée cadeau. C'est une idée cadeau. Sinon, en 2021, je vais avoir un livre qui va sortir sur des jeux polissons à faire, un cahier d'écriture rigolo à faire. Et puis voilà, je ne sais pas où la vie va me mener avec ce climat et ce contexte actuel, mais on verra. Il y a plein de choses à faire. On te souhaite plein de bonnes choses, merci. De continuer, et c'était génial de discuter avec toi. Merci vraiment beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On a appris plein de choses. Ouais, mais de fou. Et j'espère que vous aussi. On vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux à venir nous écouter. On vous incite à mettre des petits likes sur Apple Podcast, des petits commentaires, à venir nous rencontrer aussi sur notre compte Instagram Mais je t'ai pas dit. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Voilà, merci beaucoup Flore. Merci à vous, au revoir.